Des millions d'habitants, la République démocratique du Congo est un de ces pays riches, pas que sur le plan de son sous-sol, je l'ai dit souvent dans cette émission, riche aussi sur le plan humain. La jeunesse, c'est elle qui est l'avenir de tout un pays. La jeunesse, c'est elle qui doit reprendre le flambeau. La jeunesse, c'est elle qui voit les choses autrement et évolue avec le temps. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, notre jeunesse, la dernière en date, en ce qui concerne la balle orange, bien évidemment, c'est celle de 2019 qui a réussi à remporter l'Afro-CAN. Je l'ai dit en riant, la République démocratique du Congo avec l'amour des premières. Une première édition gagnée par la RDC, premier titre majeur pour les messieurs. Vous imaginez depuis des années. Les dames, elles, ont par contre gagné des titres. C'était face au Sénégal. Le Nigeria n'était même pas encore connu. L'équipe mozambicaine, elle était encore dans sa torpeur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se fait marcher dessus. Plusieurs problèmes dans le basketball de la République démocratique du Congo. C'est quoi les solutions? Pourquoi la RDC n'arrive-t-elle pas à avancer? Y a-t-il des structures qui peuvent permettre à cette République démocratique du Congo de progresser, d'aller de l'avant? Tout cela, nous allons l'apprendre aujourd'hui avec quelqu'un qui, pour moi, a une impulsion tout à fait différente, une manière de faire à lui, mais qui fait parler du basketball de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Isaac Camus. Il est numéro 1 de DRC Congo. Il va nous expliquer un peu le concept, mais ensuite, il est l'un des vice-présidents de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la Ligue Probakin, avec messieurs Trésor Nganga et autres, l'une des grandes ligues, si pas la plus grande, en République démocratique du Congo, ensemble évidemment avec la Ligue du Haut-Katanga, bien évidemment, c'est là que le basketball se joue. Monsieur Camus, merci d'accepter de nous donner un peu de votre temps. C'est moi qui vous remercie, monsieur Christopher. C'est un honneur de m'asseoir en face de vous et avoir un échange fructueux. C'est un plaisir pour nous aussi. Aujourd'hui, on espère, dans notre demi-heure, donner assez de matière à ceux qui aiment le basket, ceux encore qui hésitent de venir, mais surtout ceux-là qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement du basketball. Nous parlions de DR Congo Basketball. Pour commencer, pour ceux qui vous suivent, Ouais. qu'est-ce que votre concept DR Congo Basketball là? En fait, pour ne pas prendre beaucoup de temps et en quelques mots, dire Congo Basketball est un organisme qui est chargé, qui a comme leitmotiv le regroupement. C'est une plateforme chargée de regrouper toutes les personnes qui veulent donner une nouvelle impulsion à notre basketball. Nous ne venons pas nous ériger en donneurs de leçons, mais essayer de recréer une dynamique particulière de manière à ce que tout le monde puisse se serrer les coudes, essayer de trouver des pistes de solutions qui vont nous permettre de développer notre basketball ici au Congo. Dire Congo Basketball va ou existe qu'avec les dirigeants, ou il y a aussi l'encadrement des athlètes dans votre... Dire Congo Basketball est en train de continuer à intégrer tous les milieux du basketball, en commençant par les milieux de la chefferie, on va parler des dirigeants, et ensuite du côté technique, parlons des coachs et des athlètes. Donc nous sommes en train de grandir, ça fait déjà 8 ans que nous existons, et petit à petit nous sommes en train de prendre la mesure de ce qui nous attend, et je pense que nous avons été préparés pour ça. On va aller jusqu'au bout et continuer d'aider, apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne ce développement de basketball qui nous est si cher. En 8 ans, vous avez vu des carrières passer, vous avez vu des carrières venir. Ouais. Est-ce qu'en ces 8 ans, DR Congo Basketball a réussi à sortir, ne serait-ce que 2, 3, 4, peut-être 8, pour dire un enfant par année, à sortir un petit peu du basketball de la République démocratique du Congo, le placer ailleurs? Nous n'allons pas nous jeter des fleurs, nous avons tout ce qu'il faut en matière de présentation et je pense que nous apprenons à côté des personnes comme vous comment nous devons nous comporter devant les médias. En ce qui concerne la sortie, je pense que nous sommes, je vais vous donner un chiffre, nous sommes à 52 athlètes, Énorme. filles comme garçons, que nous avons pu, par l'entremise de beaucoup d'autres structures, sortir pour aller apprendre et revenir avec quelque chose qui pourra nous aider à continuer à évoluer. Ils apprennent et reviennent au pays. Ouais. Les transferts en basketball, c'est rarement comme les gens peuvent le penser. C'est totalement à l'opposé du football, qui est le sport populaire. Exactement. Expliquez-nous un petit peu comment ça se déroule dans le monde du basket. Il faut arriver à éclairer un peu toutes les personnes qui nous regardent. C'est vrai que le basketball, dans les structures qui concernent les transferts, c'est assez différent. Déjà, dans le basketball, on le sait, par exemple, ce qui se fait de mieux en matière de basketball au monde, ce sont les Américains qui le font, n'est-ce pas? Et ils ont mis un appui très
efficace en ce qui concerne le basketball estudiantin. Donc, c'est l'école qui prépare les basketteurs du futur. Donc, pour eux, c'est d'abord l'école. Ensuite, vous pouvez penser à une carrière professionnelle, si on peut l'appeler comme ça. Et alors, il se fait que la plupart des athlètes qui ont la chance d'obtenir des opportunités pour aller aux États-Unis partent pour l'école. C'est une opportunité de sport-études. Donc, nous ne pouvons pas parler de transfert en ce moment-là. Donc, il part parce qu'il a des aptitudes physiques de basketteur qui lui permettent d'aller à l'école. Donc, c'est-à-dire que... D'étudier avec des bourses. Exactement. Ils sont pris en charge, nourris, logés et tout ce qu'il faut derrière pour avoir des matières scolaires leur permettant d'avoir un diplôme. Mais de l'autre côté, c'est grâce à ce qu'ils apportent en termes sportifs. Ouais. Donc, on ne peut pas parler de transfert à ce moment-là. Après ce cursus, c'est seulement à cette période-là que s'il s'avère qu'il a les potentialités nécessaires et requises pour aller au plus haut niveau, que nous pouvons parler de transfert. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une académie ici au Congo, de Lubumbashi, de Goma, de Kinshasa. Et si l'enfant obtient l'opportunité d'aller peut-être prester dans une école au niveau des États-Unis, la structure qui fait sortir l'enfant ne bénéficie de rien à ce moment-là. Ça dépend de la manière dont ils discutent aussi avec la structure qui reçoit l'enfant à l'étranger. Ils peuvent parler d'un échange de bons procédés, matériel, ballons, maillots, etc., tout en continuant à suivre l'évolution de l'enfant. Et après, s'il s'avère que, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il a les potentialités requises pour aller à un meilleur niveau, là, on pourra parler de transfert. Et il ne faut jamais oublier de faire participer les structures ascendantes, c'est-à-dire la fédération et surtout, de surcroît, la Fédération internationale de basketball. Alors, ça veut dire, si je vous comprends bien, jusque-là, vous vous consacrez ou vous concentrez sur des athlètes d'un certain âge. Exactement, exactement. Parce que nous sommes en train de parler de développement, là, justement. Comment parler de développement quand nous ne savons pas comment arriver à recréer une bonne base? Je pense que tout part de la base, tout part des plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perdus à un certain niveau. Il faut être capable de se regarder devant un miroir et de se dire la vérité. Voilà. Ah, nous avons failli à tel niveau, nous avons failli à tel niveau. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour repartir de plus belle? Et moi, je pense que la solution, c'est la plus simple, c'est de recréer une bonne base pour permettre à ces enfants, parce que les amoureux du basketball, il y en a tout un tas. Ils ont aujourd'hui des personnes qui peuvent voir comme je sais pas moi, des exemples. Toi, en matière de médias, nous, en matière de management, et des joueurs, je peux en citer tout un tas, Ibaka, Biyombo, Moudiaye, Yenga et consorts. Voilà, exactement, ils s'identifient à ces jeunes-là, mais ils ne savent pas à travers quoi ils doivent passer pour avoir cette chance d'arriver à ce niveau-là. C'est pas facile non plus, mais ce n'est pas non plus impossible. On n'est pas là pour faire miroiter des rêves, parce que c'est la vie. La vie d'aujourd'hui, c'est le plus fort qui gagne. Alors, il faut être capable de prouver qu'on est le meilleur, pas seulement sur le terrain, mais du côté psychologique et estudiantin, pour pouvoir concourir à haut niveau. Aujourd'hui, on parle d'un certain Tchéboué dans les écoles des États-Unis d'Amérique, mais c'est un garçon super bien coté qui est attendu comme une des probables vedettes à intégrer par la draft. Il est vraiment attendu. D'ailleurs, à ma grande surprise, je le fréquente, on parle beaucoup. C'est un jeune doté d'un caractère vraiment... Il est passé par vos mains ou il est venu... Non, il n'est pas passé par nos mains, mais il est passé par les mains de quelqu'un qui est en collaboration avec nous. Je me tairai de citer tous les noms, mais c'est quelqu'un avec qui nous collaborons, qui a tout fait pour que Oscar, aujourd'hui, arrive à avoir cette opportunité. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, Oscar, il a été plébiscité cette année 2022, on va dire, meilleur étudiant, meilleur basketteur de tous les États-Unis. Et c'est quelque chose qu'il faut déjà... Exactement. C'est vrai qu'avec la politique américaine, ça reste un étranger. Mais aujourd'hui, s'il arrive à prouver sur un terrain qu'il est meilleur que les autres, je pense que le reste pourra suivre. Nous espérons le voir déjà peut-être pour la draft de l'année prochaine. Et avec, comme il le désire toujours, pouvoir rapporter de ce qu'il aura reçu comme formation, comme bénédiction au niveau des États-Unis et pouvoir recréer quelque chose d'assez correct ici. Ça, c'est pour les jeunes. On ouvre la case des seniors.
parce que vice-président de la Ligue Pro Bakin, Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, vous gérez des athlètes d'un certain âge. C'est le championnat censé être, entre guillemets, professionnel. Chez nous, à ce niveau, les transferts se font comment? Bon, les transferts se font d'une manière assez abrupte, hein, on va le dire. Je veux un peu me permettre de rectifier à ce niveau-là. Jusqu'à aujourd'hui, les championnats provinciaux, les championnats ici sur un point de vue local, restent des championnats amateurs. Les transferts se font d'une manière abrupte, c'est-à-dire c'est une entente entre deux équipes ou deux clubs, mais qui sont chapeautés par la Ligue et ensuite acquiescés par la fédération. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Y a-t-il pas de montant je viens prendre votre joueur, je vous donne 1000, 2000. C'est un échange. C'est quand même des montants dérisoires. C'est des montants dérisoires. À ma grande surprise, j'en ai toujours rigolé. Les plus gros transferts que moi j'ai connus dans le monde du basketball, c'est des transferts féminins pour la plupart. Voilà. On peut parler de montants avoisinant je peux me permettre, de 3 000, 5 000 $, 6 7 000 des fois. Aucun transfert masculin n'a avoisiné ces montants-là. Ça peut faire rire plus d'un, mais c'est la réalité. On ne sait pas pourquoi, mais on met beaucoup plus de moyens. Peut-être parce qu'à l'époque, les femmes en République démocratique du Congo avaient mis la barre un peu plus haut. Il ne faut pas hésiter à le dire. Je pense que si le basketball congolais a été mis sur la carte africaine ou mondiale, je pense que c'est grâce à nos dames. Ça, on ne pourra pas se fatiguer de le répéter. Ce sont les basketteuses, les dames dans le basket, qui ont placé le basketball congolais sur la carte, sur l'échiquier africain. Et justement, on va évoquer le niveau du basketball de la République démocratique du Congo. On a l'impression que ça dégringole. Aujourd'hui, la Frocan gagnée par les messieurs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Mais derrière, il y a un énorme désordre. Vous allez me passer le terme, vous êtes un dirigeant. Mais on sent que rien n'avance du tout. Et par contre, on va de mal en pire. Je ne suis pas de ces dirigeants qui refusent la discussion, qui refusent les critiques. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne le basketball local. Ça, on ne va pas s'en cacher. Maintenant, est-ce que sommes-nous capables de nous asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions? Parce que les problèmes, ils sont connus. Ils ont été déjà pointés du doigt. Sommes-nous capables de nous asseoir et de trouver des pistes de solutions? Parce que nous sommes obligés de le faire, de travailler ensemble, coude à coude, main dans la main, pour arriver à trouver des solutions. C'est vrai, nous sommes arrivés à gagner cette première édition de l'Afro-CAN. C'était après tumulte et maintes prospections pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible, qui s'est même entraînée d'une manière assez dérisoire, si on peut le permettre, mais qui ont emmené un état d'esprit assez différent. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, comme à votre entame de l'émission, nous regorgeons d'un vivier humain, un capital humain d'une valeur incommensurable. Donc, moi, je ne peux jeter les fleurs que sur ces athlètes parce qu'en grande partie, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur façon de voir, c'est grâce à leur motivation que nous sommes arrivés à briguer ou à gagner ce titre. Sommes-nous capables de le refaire? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'au regard des choses, on est encore dans une difficulté. Exactement. Mais une idée qui m'arrive, c'est la question que j'ai, c'est quoi les causes dénichées ou encore méconnues peut-être de cette dégringolade du basketball? On parle avec vous, vice-président de la Ligue Pro Bakin, mais ça touche toute la République démocratique du Congo. Il n'y a qu'à regarder le niveau de la Coupe du Congo, vous comprenez qu'on est loin du compte. Je peux essayer d'énumérer quelques causes. Nous avons d'abord, premièrement, la cause infrastructurelle, les infrastructures d'abord. Nous sommes aujourd'hui, on peut le dire, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, depuis que nos confrères sud-soudanais ont été séparés. Le vivier de la jeunesse, nous avons plus de 60% d'habitants congolais qui ont moins de 20 ans, mais qui ont changé d'intérêt. Les intérêts changent aujourd'hui. Par manque d'infrastructures, les jeunes ne sont plus appelés tourner, aller à la pratique du sport. Ils vont faire autre chose. Donc, nous devons travailler pour attirer aussi cette jeunesse. Peut-être que le sport, il est pauvre aussi. Exactement, j'en viens. À la politique. J'en viens. Quand on les voit se pavaner dans des grosses voitures, exactement. On a l'impression que c'est la réussite. C'est ce qu'on nous fait croire. C'est l'image que nous projettent, l'image que nous projetons à cette jeunesse.
Exactement. C'est que c'est à travers autre chose, parce que quand nous grandissions, je me souviens, je vais raconter une petite anecdote, on nous gardait à la maison, on nous disait que le sport c'est pour des voyous, les personnes qui n'ont pas d'avenir et tout ça, mais aujourd'hui ça change, nous avons des exemples. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour prouver au monde que les intellectuels et le sport, ça ne fait que... Ça fait on parlait tout à l'heure du monde du basketball américain. La draft. Voilà, vous devez au moins avoir une année de niveau universitaire avant de concourir à la draft. Donc voilà, on parlait d'infrastructure, on parlait du manque d'intérêt à la jeunesse. Ça se joint parce qu'aujourd'hui, une petite anecdote, les terrains qui étaient censés, nous sommes pendant la période des vacances. Aujourd'hui, en grandissant, nous avions pour habitude pendant les vacances, c'est s'adonner à la pratique du sport. Nous avions quand même des espaces où aller s'entraîner, aller jouer au foot, au basketball. Aujourd'hui, je vais te faire rire. Les espaces qui sont consacrés à ce jeu, vous allez trouver des kermesses dessus. On a compris où on a mis la priorité pour les jeunes. Exactement. Dans les stades municipaux, voilà. Surtout. J'en ris parce qu'il y a un de mes neveux qui a l'habitude de dire, on vient jouer au basketball, tu trouves les gens sont en train de faire le beer ball. Il picole. Voilà. Un gamin qui arrive avec son ballon, voulant travailler, voulant évoluer par rapport à ce qu'il a envie de faire demain, ou ne fût-ce qu'avoir quelque chose qui arrive à un truc récréationnel, mais il trouve des gens sur le terrain en train de s'adonner à la picole. Qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté le ballon. Il va boire. Voilà. Et il change de priorité. Exactement. Il y a l'aspect aussi qu'on doit évoquer quand même. À chaque fois, on parle des moyens, parce que parmi les causes évoquées, il y a les finances. Ouais. À chaque fois, on parle des moyens, mais ça dure des années. Exactement. Ça dure des années que personne ne vient au basketball. Est-ce un problème d'acteur? Est-ce un problème social? Est-ce un problème de la discipline elle-même qui est incapable de vendre l'image? Au départ, les partenaires sont des businessmen. Ouais. Quand ils viennent, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de booster la vente de leurs services, peut-être la vente de leurs produits au passage. Exactement. C'est quoi concrètement qui fait qu'aujourd'hui le basketball repulse plutôt les partenaires que de les attirer? Je pense que vous avez parlé du niveau social. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le basketball aujourd'hui, c'est au Congo, ça reste un sport amateur. Et ces personnes qui sont derrière les clubs, qui sont là pour mettre des subsides, c'est des gens qui le font de leur propre poche. Ils ne gagnent rien. C'est des bienfaiteurs, on peut les appeler comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec du mécénat parce que nous sommes peut-être l'une des dernières nations à manquer des infrastructures dignes de ce nom en termes de basketball ou de sports qui sont pratiqués sur terrain couvert. Mais derrière, comment attirer même aussi, il y a quelques années, nous avions ce que nous appelons des sponsors. Un sponsor, ça reste quand même un entrepreneur derrière, ça reste un businessman. Qu'est-ce que le sponsor gagne en venant sponsoriser une structure sportive derrière? Parce qu'ils sont essoufflés, toutes ces personnes-là. Il faut qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, je pense que ça va plus loin que cela. Il y a les législateurs aussi qui peuvent nous venir en aide. Les lois sportives, elles doivent être revues. On nous parle, il y a quelques années, on se disait, il suffit de partager quelques t-shirts, par exemple, pour que le sponsor ait un brin de publicité. Mais il y a quoi dans une équipe de basketball? C'est 12 personnes, 12 athlètes, sans parler du staff technique. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias et interposés et tout ça, ils n'ont pas besoin de 12 personnes pour faire leur publicité. Ils n'ont qu'à louer une plateforme sur Facebook, Instagram, YouTube, pour passer leur publicité. Et peut-être qu'ils paieront même moins que ceux qui doivent donner à vous une structure. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui attirerait ces potentiels sponsors à venir dans le sport? Dans la logique, le spectacle lui-même. Oui, mais le spectacle... Mais il est de quel niveau? Exactement. Qui dit spectacle, dit l'argent. Qui dit argent, dit attrait. Qui dit attrait, dit athlète de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, les athlètes qui connaissent, qui peuvent apporter ce spectacle, veulent de l'argent. Ils ont des familles, ils doivent les nourrir. Mais s'il n'y a pas d'argent, ils vont s'exporter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous devons aller chercher le problème à la base. Revoir un peu nos lois sportives, par exemple. À la base, elles doivent être revues. Elles doivent être rafraîchies. Apporter des nouvelles choses.
essayez de voir, n'ayons pas honte de voir ce qui est fait de bien dans les nations qui ont progressé aujourd'hui. Exactement. On parle de la nation kenyane, on parle du Nigeria. On parle de l'Angola, on parle des pays de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la nation championne d'Afrique aujourd'hui? C'est la Tunisie. Ils ont combien de joueurs professionnels? Je dis professionnels entre guillemets. Mais ils ont combien par rapport à la RDC? Il n'y a pas beaucoup de Tunisiens. Exactement. Où ils sont passés. Il n'y en a eu qu'un de toute l'histoire. Le championnat tunisien aujourd'hui est réputé un championnat professionnel. Il y a une petite mesure que les gens ne voient pas. Quand vous voyez un Américain arriver quelque part, ça veut dire qu'il y a l'argent dans cette structure. Ah, bien sûr. Vous voyez plein d'Américains arriver, aller signer de contrats en Tunisie, ça veut dire qu'ils sont primés. Il y a une viabilité. Exactement. Aujourd'hui, l'équipe tunisienne qui est championne d'Afrique est vieillissante, mais ils sont structurés derrière de manière à préparer la prochaine génération qui peuvent arriver à leur permettre de garder ce statut-là. Voilà. Aujourd'hui, en parlant encore de cette équipe tunisienne, il n'y a que 2 joueurs, je pense, qui proviennent des championnats étrangers. Pourquoi? Leur propre championnat est viable. Ils gagnent assez bien leur vie pour rester chez eux. Il y a le problème de paiement de taxes et tout ça. Ils sont tranquilles chez eux. Mais ils arrivent à maintenir le cap, à battre tout le monde. Le Nigeria, avec toute leur ribambelle de stars, ils se sont cassés les dents. Ah ben nous aussi, on les a battus. Moi, je suis fier de la victoire des RDC face au Nigeria. Nous sommes tous fiers. Mais justement, ça veut dire qu'il y a un projet, il y a un travail de fond qui est fait derrière. C'est vrai, on ne peut pas le recuser. Le staff managérial qui a eu à faire un travail depuis 2017 sous la houlette de la fédération a quand même apporté entre autres, Monsieur Lolonga. Exactement, avec qui j'ai travaillé en tant que son adjoint dans le staff managérial. Nous sommes venus de quelque part, nous sommes venus de loin. Avant cet avènement, ça faisait quoi? 10 ans. 10 ans, voilà, qu'il n'y avait aucune équipe nationale. On se contentait de la zone 4 exactement. Avec les clubs et puis voilà. Maintenant, nous sommes arrivés quelque part. Sommes-nous obligés de rester à ce niveau-là? On doit redynamiser la chose pour pouvoir redynamiser, évoluer, avancer, cela demande une politique. On a l'impression, nous qui suivons la discipline depuis des années, que malheureusement, autant que c'est le cas à la tête du pays, il n'y a aucune politique à la Fédération congolaise de basket. Je suis triste de devoir admettre que c'est vrai. Nous n'avons pas de politique. La politique d'impulsion provient d'un travail de fond, comme vous venez de le dire. Essayer de regrouper les acteurs principaux concernant cette pratique pour pouvoir partager les idées, mettre le doigt où ça fait mal pour pouvoir repartir de plus belle. C'est ça notre gros problème. Nous ne sommes pas là seulement pour dire oui et non. Nous sommes là pour ouvrir la porte à certaines initiatives qui permettent quand même le développement de la pratique de ce sport. Des tournois pour jeunes, le basketball des minimes. Nous parlons de base, nous parlons de jeunesse. Nous sommes obligés de passer par là avant de pouvoir prétendre d'avoir un niveau conséquent sur l'échiquier africain. Mais à un moment, par rapport à ça, les entités subdélégataires, je vais parler des ligues, avaient imposé, pour le cas du Katanga où j'étais, avaient imposé aux équipes, avant de commencer le championnat, d'avoir une équipe junior qui préparerait la relève. Malheureusement, cela reste dans l'Assemblée. On ne le voit pas d'application. Qu'est-ce qui fait que l'entretien d'une équipe junior pose problème ou encore son affiliation pour un championnat junior? Je pense que c'est fait, la base ou la pensée est bonne, mais l'application n'est pas efficiente. Quand on parle d'équipe junior, moi, en ce qui me concerne, moi, je pense plutôt que il faudrait permettre à ces équipes jeunes d'avoir réellement des jeunes dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un championnat junior, un championnat de 2e division, par exemple. Mais vous retrouvez des personnes âgées de plus de 30 ans, de 35 ans, évoluant dans ces championnats. À la limite, permettons d'avoir un championnat de 2e division, mais qui réponde aux critères nécessaires. Et ne pas... Parce qu'aujourd'hui, nous parlons encore du côté problème, manque financier, que les équipes sont en train de connaître. Permettons à ces équipes qui sont en 1re division d'avoir des vraies équipes de jeunes qui vont presser dans un championnat qui sera juste pour leur niveau. Et ensuite, ces équipes qui sont en 2e division ne soient pas reliées à des équipes qui sont en 1re division. Qu'ils aient à se battre pour pouvoir réellement
prétendre à une place en première division. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends très Avoir bien. ce genre de On va prendre le cas échéant avec le football en Espagne, où il y a la Castilla, ou encore la Masia. Exactement. C'est des équipes. On n'a pas besoin, s'il y a Real de Madrid ou Barcelone qui veut avoir une équipe à ce niveau-là, ça c'est leur problème. C'est à eux de voir. Mais on doit leur imposer plutôt d'avoir une vraie équipe de jeunes, avec des vrais jeunes qui peuvent concourir, pas avoir un club qui monte en première division, mais qu'on ait des personnalités pointées pour pouvoir renforcer l'équipe qui se trouve en première division. Je pense que ça pourrait un peu changer la dynamique et pouvoir peut-être nous permettre de continuer à évoluer à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas cet éternel problème d'argent qui fait que l'organisation de cela se pose? Et en y pensant, vous, en tant que technocrate, je me permets de le dire aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas une idée d'une sortie de crise? Quand j'ai dit sortie de crise, ça veut dire sortir le basketball de ce trou dans lequel il se trouve à ce jour. Déjà, pour un petit exemple, déjà, il faut dire que l'argent restera toujours un problème. Même dans les championnats dignes de ces noms, il y a toujours des clubs qui ont des problèmes d'argent, qui doivent mettre la clé sous la porte, pour problème de mégestion, etc., etc. Ça restera un problème. Mais il faut arriver à trouver des solutions. Je fais appel aujourd'hui, je me permets d'utiliser ce plateau, de faire appel à nos législateurs. Les lois sportives sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut revoir la loi sportive, surtout, ne fût-ce que la partie qui peut permettre aux potentiels sponsors, imposer, par exemple. Exactement. De venir mettre la main à la pâte, donner, subventionner des clubs, et derrière, ils peuvent récupérer en ce qui concerne les retours sur impôts. Ça peut être une solution. Ou encore des exonérations. Exactement, parce que des structures financières, il y en a beaucoup. Mais derrière, elles vous disent qu'elles sont étranglées par tout un tas de taxes qu'ils doivent payer à l'État. Aujourd'hui, dans les pays que nous avons la chance de visiter, il y a cette exonération, il y a cette liberté. Pour une structure qui vient apporter peut-être une petite subvention à une structure sportive, derrière, ils récupèrent sur les impôts. C'est-à-dire, je donne un exemple simple, ils avaient à payer, admettons, 1000 francs congolais pour une certaine taxe, mais pour avoir aidé un club ou une structure sportive à caractère caritatif ou scolaire, ils se retrouvent à payer 300 francs congolais au lieu de 1000. Ça les encouragerait encore plus à venir imposer ou à venir aider, mettre du leur dans cette pratique du sport. C'est un problème d'acteur. Si c'est un cas, vous allez m'excuser, si c'est un problème d'acteur, peut-être qu'en changeant les têtes à la fédération, les choses pourraient changer. Ce sont les mêmes qui sont restés à la tête de la fédération depuis des années et on ouvre la brèche sur les élections. C'est aussi un problème. Quel profil de candidat pour les prochaines élections à la tête de la Fédération congolaise de basketball? Déjà, il ne faut pas se cacher la face, c'est vrai. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera capable, parce que j'aime bien me le répéter quand je fais mes lectures, quand on parle de fédération, nous avons le mot « fédérer » dans ce terme. Mais je pense qu'actuellement, nous avons manqué, je dis nous parce que nous sommes tous embarqués dans un même bateau, nous avons manqué cette occasion de fédérer autour de cette pratique du basketball. Donc déjà, de prime abord, nous devons avoir quelqu'un capable de fédérer tout le monde. Un rassembleur. Exactement. Je pense que c'est, quand on parle de rassembleur, on parle d'une oreille avisée. Quelqu'un qui sera capable d'écouter. Quelqu'un qui sera capable qu'on pourra contredire, d'accepter la contradiction pour pouvoir apporter des lumières. Donc, ne fût-ce que ça, je pense que ça nous permettrait essayer de changer la dynamique par rapport à ce sport que nous aimons tant. Est-ce que Isaac Camus se porterait candidat à la tête de cette fédération? Vous êtes déjà à la Ligue, c'est que vous avez droit. En tout cas, aujourd'hui, je veux le dire d'une manière officielle, je me porte candidat à la vice-primature pour les prochaines élections. Ah ben, on va vous dire bonne chance pour la suite et changer les choses. Mais j'aimerais aujourd'hui concrètement savoir quel est ce candidat-là que vous pourrez porter à la présidence, avec qui vous pensez. Quand je dis ce candidat, pas forcément le nom, mais qu'est-ce qu'il doit avoir
pour permettre à quelqu'un comme vous, votre structure et toute votre connaissance, d'appuyer ce basketball de la République? Je ne sais pas si vous m'avez suivi tout à l'heure. Moi, je me réfère, par exemple, au monde politique. N'est-ce pas? Le Premier ministre, il est nommé, n'est-ce pas? Je pense que ce sera aussi quelque chose, parce que nous parlons de revisiter les lois sportives. Je pense que même le statut fédéral que nous avons doit être revisité, parce que c'est vétuste quand même, ça date. Être capable d'avoir quelqu'un qui serait capable de créer des commissions, comme je l'ai dit, de rassembler et d'écouter, d'être capable de changer, de virer de bord pour nous permettre de prendre une autre direction. Des candidats, bon, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on m'a déjà parlé de peut-être 2 personnes que je connais personnellement qui se sont proposées à ce poste. Je pense que parmi elles, si moi je trouve quelqu'un qui répond aux critères, qui répond aux miens, je pense que je soutiendrai la candidature de cette personne. On espère vous voir dans cette structure. On va parler équipe nationale pour terminer. La Tunisie, c'est pour bientôt. Exactement. Dernière fenêtre éliminatoire. L'RDC n'était jamais allé assez haut. Est-ce que vous pensez que c'est la conséquence de la prestation de 2019 qui a ramené cette dynamique jusqu'à ce jour? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour la maintenir? Sinon, c'est quoi le bâton magique? Parce qu'il faut se dire qu'il y a un bâton magique au regard de comment la discipline évolue au pays. Bâton magique, je ne pense pas. Il n'y a pas de magie. Tout est dans le travail. Tout est dans le travail, tout est dans la politique, tout est dans la préparation. Sur du béton pour aller jouer dans une salle où il y a un parquet. D'où aujourd'hui, l'État est obligé de débourser énormément d'argent pour permettre des stages. Parce que pour vous qui êtes technicien, technocrate, jouer sur du béton, c'est largement différent que jouer sur le tartan, que jouer sur le parquet. Le modèle des ballons diffère, ça veut dire que les rebonds sont différents aussi, la façon d'amener le ballon, tout ça vous l'apprenez aux enfants, ben voilà, tout est différent. Et ça demande à l'État d'aller dépenser de l'argent pour permettre les stages. Est-ce que vous pensez que c'est ce semblant d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes comme Kuminga ou d'autres aient choisi de venir dans cette équipe? Exactement, oui. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une dynamique autour. Il y a un travail de leitmotiv, il y a un travail il faut arriver à convaincre parce que ils ont ce qui se fait de mieux à l'étranger. Vous avez parlé de Kuminga, mais il y a des tauliers. Il y a des tauliers comme Christian Eyenga, par exemple, qui a eu à plusieurs reprises à porter haut l'étendard du drapeau, non seulement dans sa carrière, mais pour l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui est là depuis des années, mais qui a un peu perdu cette confiance ou ce goût-là de venir porter le maillot de l'équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait par l'équipe managériale, en l'occurrence mon frère Loyele, qui est actuellement... que j'ai vu jouer à Lupopo. Exactement, qui est actuellement le manager de l'équipe nationale. C'est pas une tâche facile. Il a recouru à mes petites connaissances. Je tiens à préciser que nous l'aidons. Nous l'aidons. Il y a un travail derrière. C'est vrai que être obligé de s'exporter pour avoir une préparation, c'est parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Ça, c'est aux autorités de nous venir en aide. Mais derrière, il y a un travail qui doit être fait. Il y a une dynamique autour de la fédération, parce qu'une équipe, ce n'est pas seulement les 12 joueurs qui se trouvent sur le terrain. Ça commence de la tête, de la présidence de la fédération jusqu'au dernier de nous tous. Je ne vais pas citer de nom ni de poste, mais je pense que ça doit être une combinaison qui fait que nous puissions sortir gagnants derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut que la République démocratique du Congo fasse pour avoir enfin le sésame pour la Coupe du Monde? Dernier tour, on a vu comment on a joué encore face à la Tunisie. On était bon jusque-là. C'était l'Égypte, je pense. C'est l'Égypte, je crois. Voilà, merci. On était bon. Après, ils nous ont complètement lâchés. On a encore des choses à revoir, comme sur des tirs à 3 points, comme défendre sur des shooters. 2, 3 choses, des petits flottements comme ça qui manquent. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo devrait concrètement faire pour maximiser ses chances? On sait que les autres se préparent aussi, mais nous, de notre côté, maximiser nos chances pour aller chercher cette qualif. En réalité, on peut le dire, nous avons tout le talent nécessaire. Nous avons les athlètes nécessaires qui peuvent nous permettre à attraper, je vais le dire de cette manière, cette qualification. Mais il faut arriver à les rassembler. C'est une chose très importante. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est la question à se poser maintenant. Aujourd'hui, nous avons certains problèmes techniques, on peut le dire. Notre propension à manquer nos tirs à 3 points, par exemple. Les équipes égyptiennes dont nous parlons, par exemple, aujourd'hui, sont parties d'une politique
N'oublions pas qu'il y a à peine 2 ou 3 ans de cela, nous sommes allés battre l'Égypte en 2019 chez eux à domicile. C'est pratiquement avec les mêmes athlètes. Aujourd'hui, avoir la meilleure équipe, c'est pas avoir toujours les meilleurs athlètes, c'est avoir la meilleure alchimie, la meilleure synergie autour. Avoir peut-être Michael Jordan de l'équipe ne nous ferait pas gagner le championnat. Je ne pense pas. C'est avoir le joueur qui est capable de se transcender, de porter voilà, le match. C'est ce dont nous avons besoin. C'est là le travail. Moi, je le voyais un peu en Shonganya Eva, qui est quelqu'un qui est souvent... Je pense qu'il va falloir l'aider parce qu'il a eu certains problèmes physiques. Ouais. Et il est resté, je crois, une année ou deux sans jouer. Exactement, sans jouer. Je pense qu'il a encore le temps. Il a encore le temps. Il est dans sa réhabilitation. Je pense qu'avec le courage, il va pouvoir reprendre son niveau que nous avons connu et pouvoir être capable d'aider à nouveau cette équipe nationale. Donc, nous parlons de synergie. Nous parlons de synergie et le go part de la fédération, de la tête. Nous devons être capables de fédérer, de manager, capables de donner de nous-mêmes. Nous devons être capables de dire oui d'un côté et de dire non d'un autre. Et de pouvoir accepter certaines choses. Les joueurs, ça reste des êtres humains. Des gens viennent avec un certain comportement, te dire ceci ou cela, mais ce dont nous avons besoin, c'est de la victoire. Que sommes-nous capables de faire pour avoir cette victoire ? C'est ça dont nous avons besoin. Ce management a besoin d'un départ. Cette fédération a besoin d'un coup de fouet pour nous permettre de regrouper les joueurs avec les propensions nécessaires pour nous permettre d'arriver à ce niveau. La République démocratique du Congo risquerait peut-être de rater ces éliminatoires suite à la lettre du ministère qui a interdit la sortie des fonds pour remboursement auprès de l'État. Au regard des choses, ce n'est que cette semaine que la lettre avec les états de somme est entrée. On connaît la lenteur administrative de par le monde, qui plus est congolaise. Le départ est prévu pour le 14. Le championnat lui-même commence le 25, 10 jours plus tard, 10 ou 12 jours plus tard à peu près. Est-ce que vous pensez qu'entre aujourd'hui, l'heure où nous tournons cette émission, et cet instant-là, le gouvernement pourra décaisser les fonds pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller jouer? Je peux déjà de prime abord le dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes arrivés à jouer à ce niveau. Des problèmes, nous en avons connu beaucoup, peut-être même pire que cela. Je pense que nous avons eu le goût, déjà, il faut le préciser, et avec une grande joie, j'ai vu enfin la présidence de la République, en l'occurrence par l'entremise du président de la République, et avec la présence des membres de la fédération et du ministre des Sports, remettre enfin les Jeeps aux joueurs, c'était une promesse cadeau du chef de l'État, précision. Ça a pris des années. 3 ans, précisément. Mais la promesse a été réalisée, enfin. C'est vrai qu'il y a certains grincements parce que peut-être certaines personnes qui ont participé n'ont pas reçu. Mais je pense que c'est une première. Il faudrait déjà arriver à féliciter, à dire merci pour ce que nous avons reçu. Ça peut être un boost pour les éliminatoires? Ça l'est. Ça l'est, un boost incommensurable. Maintenant, je pense que la présidence, le politique, le ministère ont une vision particulière sur le basket. Ils savent que le basket est capable de redorer le blason, non seulement du basket, mais sportif de notre pays. Et je ne pense pas qu'ils nous laisseront tomber. Je pense que les bouchées, ils mettront les bouchées doubles pour que nous puissions avoir les subventions nécessaires pour pouvoir représenter le pays à ces échéances. Fin de notre émission. Beaucoup de peine, beaucoup de choses à dire. Exactement. Je vous le dis souvent, amis téléspectateurs. J'espère pouvoir revenir. Justement, je le dis souvent, sans prétention d'avoir épuisé toute la matière. Exactement. Nous allons encore attraper au bon, parce qu'il s'agit évidemment, non, nous allons encore l'attraper au rebond. Il s'agit du basketball. Exactement. Isaac Camus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, j'aime cette figure de style. Nous aimons cette pratique, nous aimons ce basket. Je peux le dire pour prendre ne fût-ce que 30 secondes avant de terminer. Ce basket m'a tout donné. Ce basket m'a tout donné. Je suis assis devant vous parce que pour moi, ce basket a été l'école de la vie pour moi. Et j'aimerais être capable de redonner d'un peu de ce que nous avons. Nous parlons pas seulement de finances, nous parlons de nos connaissances, nous parlons de notre expertise. Donnez-nous ces opportunités. Je pense que derrière, avec l'écoute, avec votre soutien, surtout les médias, nous pourrons arriver à changer cette dynamique. Merci.
Christopher Chitama, je suis journaliste spécialisé dans les questions des sports. Merci de nous rester fidèles. Exaucé Gad Kiangebeni nous a réalisé. Allez, portez-vous très très bien chez vous. Retrouvez-nous encore sur cette antenne pour plus de sport.